En 1968, les lourdes grilles de la manufacture d'armes de Châtellerault se referment pour la dernière fois. Sur les chaînes de montage devenues silencieuses, le pistolet automatique modèle 1950 vient de perdre sa lettre fondatrice. Il ne s'appellera plus Mac, mais Mass, ses plans et ses machines étant précipitamment transférés vers la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Pour la ville et ses milliers d'ouvriers, c'est la fin d'un monde d'arsenaux d'État. L'outil industriel disparaît, mais l'arme, elle, continue sa route. C'est là tout le paradoxe de ce pistolet réglementaire. Conçu pour être un bloc d'acier massif, indestructible, censé garantir l'indépendance totale des forces armées françaises au début de la guerre froide, le Mac 50 a finalement vu mourir l'institution même qu'il avait forgée. Mais la véritable histoire de cette arme ne commence pas avec une fermeture d'usine. C'est l'histoire d'une industrie nationale confrontée à un système au bord de la rupture, cherchant à produire un standard parfait dans une époque qui avançait plus vite qu'elle. Pour comprendre cette chute institutionnelle, il faut d'abord revenir au moment où la France n'avait plus le choix. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée et la mémoire nationale, et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à la manufacture d'armes de Châtellerault en 1945. En 1945, la France célèbre sa libération et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais derrière les défilés de la victoire, dans le silence des dépôts militaires et des armureries de casernes, l'armée française contemple un véritable cauchemar logistique. Les râteliers sont remplis d'un inventaire chaotique, hérité de la défaite, de l'occupation, de la résistance et de la libération. Les soldats français manipulent des pistolets Colt M1911 américains, des Walter P38 capturés aux forces allemandes, de vieux revolvers d'ordonnance modèle 1892 et les pistolets nationaux modèle 1935-1 et 1935S. Ce morcellement n'est pas seulement un détail technique pour les historiens ou les collectionneurs, c'est une paralysie institutionnelle. Chaque arme exige sa propre filière d'approvisionnement, ses propres pièces de rechange et surtout sa propre munition. Les intendants militaires doivent gérer simultanément du calibre 45 ACP, du 9,19 mm Parabellum, du 8 mm Lebel et du 7,65 mm Long français. Le problème n'était pas seulement la diversité des armes. Le problème était l'incapacité du système étatique à soutenir une telle fragmentation en cas de nouveau conflit. Une armée moderne ne pouvait pas survivre avec 4 chaînes logistiques différentes pour ses seules armes de poing. Il fallait rationaliser d'urgence. La notion de standardisation, le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter la production industrielle, la formation des soldats et l'approvisionnement des troupes devenaient une priorité absolue pour le ministère de la Guerre à Paris. La première décision de l'institution fut doctrinale et implacable. L'état-major français décida d'abandonner définitivement le vieux calibre 7,65 mm Long, jugé trop faible et isolé sur la scène internationale, pour adopter le 9,19 mm Parabellum. Le calibre, une mesure associée historiquement au diamètre du projectile et au type de cartouche utilisé par le système, n'était plus seulement un choix balistique, c'était un alignement stratégique. Le 9 mm devenait le standard incontournable en Europe. Mais adopter une munition étrangère ne signifiait pas pour autant accepter de dépendre de l'étranger pour la fabrication des armes. Dans la France ruinée de l'immédiat après-guerre, le gouvernement et les militaires partageaient une même obsession: restaurer la souveraineté industrielle nationale. Il était politiquement impensable d'acheter indéfiniment des brevets américains ou de continuer à produire des armes allemandes sous contrôle. La France voulait et devait concevoir son propre pistolet. C'est ici qu'intervient la première force majeure de notre histoire, les arsenaux d'État et le besoin impérieux de faire tourner les machines nationales. Un nouveau programme d'armement, un processus institutionnel complexe visant à définir, tester et produire une nouvelle arme réglementaire, fut officiellement lancé dès 1946. Les exigences des commissions étaient claires, dictées par les leçons douloureuses de la guerre. La nouvelle arme devait être robuste, simple à usiner, facile à entretenir par la troupe et capable de tirer la puissante cartouche de 9 mm.
Le ministère se tourna vers ses manufactures nationales. L'appel fut entendu dans la ville de Châtellerault, au cœur de la manufacture d'armes de Châtellerault, un empire industriel d'État que tout le monde appelait simplement la MAC. Les ingénieurs de la MAC savaient que le pays manquait de temps et de financement. Repartir d'une feuille blanche aurait pris des années de recherche et développement, des années que l'armée française, qui commençait déjà à s'engager dans les prémices du conflit en Indochine, n'avait pas. La solution se trouvait dans les archives même de l'industrie armurière française. Les concepteurs de Châtellerault décidèrent de reprendre l'architecture mécanique du pistolet modèle 1935S, une arme développée juste avant la guerre par l'ingénieur Charles Petter pour la Société alsacienne de construction mécanique, SAACM, et plus tard modifiée par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Le modèle 1935S offrait une excellente base mécanique, mais il avait été conçu autour des pressions modérées du petit 7,65 mm long. Le défi des ingénieurs de la MAC fut de redimensionner entièrement cette arme pour encaisser la violence du 9 mm Parabellum. Ils devaient transformer un pistolet élégant de l'entre-deux-guerres en une véritable machine de guerre pour la guerre froide. Pour y parvenir, ils choisirent sans hésiter l'acier massif. Le boîtier de culasse, la structure centrale lourde qui reçoit les principaux éléments mécaniques de l'arme et sert de poignée, fut forgé et usiné avec des épaisseurs prévues pour résister au pire traitement. La culasse elle-même, la partie supérieure mobile qui recule et ferme l'arrière de la chambre au moment du fonctionnement, fut considérablement alourdie et renforcée. Ce choix de l'acier forgé garantissait une solidité exceptionnelle à l'objet, mais il annonçait déjà un lourd compromis industriel. L'arme serait pesante et son usinage exigerait un temps et des ressources considérables de la part des ouvriers de l'arsenal. Entre 1946 et 1950, plusieurs prototypes sortirent des ateliers de Châtellerault, d'abord connus sous les désignations MAC 47 puis MAC 48. Ces modèles de pré-série furent envoyés à la Commission d'expérience de Versailles, l'organisme d'État sévère chargé de torturer les armes pour le compte du ministère. Les rapports de la Commission furent sans appel. L'arme de Châtellerault était d'une robustesse phénoménale. Elle fonctionnait dans la boue, supportait le sable et endurait le froid. Son chargeur, un dispositif métallique amovible inséré dans la poignée qui présentait les cartouches au mécanisme, n'emportait que 9 coups. Cette capacité en simple colonne était directement héritée des dogmes d'avant-guerre, mais elle était jugée largement suffisante par les officiers de l'époque, qui considéraient encore le pistolet comme une simple arme de défense rapprochée pour les gradés et les spécialistes. Le verdict institutionnel définitif tomba le 16 août 1950. L'armée française adopta officiellement l'arme de Châtellerault sous le nom de pistolet automatique de 9 mm modèle 1950. Dans les registres militaires, l'adoption, la décision officielle et budgétée d'intégrer ce modèle dans le service actif marquait la fin d'une longue ère de chaos logistique. La MAC reçut l'ordre de préparer ces immenses chaînes de montage pour une production massive. L'État français avait réussi son pari industriel. Il possédait désormais une arme de poing standardisée, de conception entièrement nationale, fabriquée par ses propres ouvriers dans son propre arsenal. Le légendaire MAC 50 était né. Les plans étaient validés par le ministère, l'acier forgé était en commande et le célèbre poinçon MAC était fièrement frappé sur les premières culasses. Mais cette victoire sur le papier allait très vite rencontrer la réalité de son époque. Les dessins techniques étaient parfaits dans les bureaux de Paris, mais comment ce lourd bloc d'acier, symbole de souveraineté nationale, allait-il survivre à la boue des rizières d'Indochine et au rythme impitoyable de la production de guerre? La transition du papier millimétré à l'acier forgé est toujours l'épreuve de vérité pour un arsenal d'État. En 1950, la manufacture d'armes de Châtellerault ne devait pas se contenter de fabriquer un pistolet fonctionnel. Elle devait organiser une chaîne de production capable de livrer des dizaines de milliers d'exemplaires à une armée française déjà lourdement engagée dans la guerre d'Indochine. Dans les immenses ateliers de la MAC, le son des machines-outils résonnait sans interruption. Les ouvriers de l'État durent adapter leurs méthodes pour sculpter l'objet réglementaire exigé par les plans de la nouvelle arme. Ce n'était plus le temps de l'artisanat ou des prototypes soignés, c'est l'ère de la production de guerre avec ses impératifs de volume, de contrôle qualité
et de standardisation implacable. Pour comprendre l'impact industriel du modèle 1950, il faut regarder la manière dont la manufacture a pensé ses pièces maîtresses. Le boîtier de culasse, la structure centrale lourde qui sert de poignée et reçoit tous les éléments mécaniques, était usiné dans la masse. La culasse, la partie mobile supérieure qui recule sous la force du tir et ferme l'arrière de la chambre, nécessitait à elle seule de multiples passes d'usinage, de fraisage et de traitement thermique. Ce choix métallurgique garantissait une robustesse exceptionnelle, mais il imposait un coût institutionnel immense. Chaque pistolet qui recevait le poinçon d'épreuve de l'arsenal représentait un investissement lourd en heures de travail qualifiées. Le canon, le tube d'acier par lequel le projectile se déplace, équipé de rayures internes pour stabiliser la balle, devait supporter les pressions intenses de la munition de 9 Cedar Parabellum, exigeant des tolérances de fabrication que les contrôleurs de l'État vérifiaient avec une rigueur absolue. Mais la véritable rupture introduite par le Mac 50 ne se situait pas seulement dans son poids ou son calibre. Elle se trouvait dans la doctrine de maintenance qu'il imposait, symbolisée par une caractéristique technique majeure, la platine amovible. Ce système ingénieux regroupait les éléments essentiels du mécanisme de mise à feu, notamment la détente et le chien, la pièce mobile qui déclenche la percussion de la cartouche, en un seul bloc indépendant. Ce n'est pas un détail de conception, c'est une philosophie militaire traduite en métal. L'état-major français avait compris qu'en pleine jungle indo-chinoise ou dans les djebels algériens, un soldat démontant son arme sous le stress risquait de perdre de minuscules ressorts dans la boue. Avec la platine amovible, la doctrine de l'armée changeait. Le combattant ne réparait plus les pannes complexes. L'armurier de la compagnie se contentait d'extraire le bloc défectueux pour en insérer un neuf en quelques secondes. L'arme retournait immédiatement au combat et la pièce endommagée était renvoyée vers les échelons logistiques arrière. C'était la victoire de la standardisation et de l'efficacité institutionnelle. La pression de la guerre, cette troisième force qui déforme souvent les plans les plus parfaits, fut le véritable juge de paix du Mac 50. Au début des années 1950, les premiers lots quittèrent les dépôts métropolitains pour équiper les officiers, sous-officiers et troupes spécialisées en Indochine. Le choc thermique et environnemental fut brutal. Là où certains modèles étrangers plus complexes s'enrayaient à cause de la poussière tropicale ou de la boue des rizières, la forteresse d'acier de Châtellerault continuait de fonctionner. Le jeu volontairement laissé entre ces pièces mobiles, souvent critiqué par les tireurs sportifs pour son manque de précision chirurgicale, était en réalité une nécessité vitale sur le champ de bataille. L'arme tolérait la saleté, elle tolérait le manque d'entretien. Dans les pires conditions, le Mac 50 tirait. Cependant, un élément de cette arme raconte à lui seul la mentalité d'une époque qui allait bientôt disparaître, son chargeur. Ce dispositif métallique amovible inséré dans la crosse ne contenait que 9 cartouches disposées en une seule colonne. Pour les commissions d'armement françaises de 1950, cette capacité était perçue comme un compromis idéal. La doctrine de l'époque considérait toujours le pistolet réglementaire comme une arme de dernier recours, un outil de défense personnelle ou un symbole d'autorité pour les officiers, et non comme une arme d'assaut principale. 9 coups semblaient largement suffisants pour accomplir cette mission, tout en conservant une poignée relativement fine et confortable pour la main du tireur français moyen. Personne, dans les ministères parisiens, n'anticipait encore l'obsession mondiale pour la puissance de feu et les chargeurs à très haute capacité qui allaient submerger le marché quelques décennies plus tard. Fort de ses succès initiaux sur le terrain militaire, le Mac 50 commença à étendre son empire institutionnel. Le ministère de la Guerre ne fut plus le seul client de la manufacture. La Marine nationale, l'armée de l'air et bientôt la Gendarmerie nationale adoptèrent l'arme pour équiper leurs forces. Les armureries de la police et les casernes à travers tout le pays commencèrent enfin à vider leurs vieux stocks de modèles hétéroclites, hérités de la Seconde Guerre mondiale, pour les remplacer par le nouveau standard de Châtellerault. La France avait réussi son pari, rationaliser ses chaînes d'approvisionnement et doter l'ensemble de ses forces de sécurité d'un outil souverain, fiable et produit sur son propre sol. L'arme était désormais partout, visible à la ceinture des forces de l'ordre,
comme dans les holsters des unités combattantes. Le problème n'était pas l'efficacité immédiate de l'arme. Le problème était le modèle économique qui l'avait fait naître. En demandant à la manufacture d'armes de Châtellerault de produire un objet aussi lourd et complexe à usiner pour l'ensemble des institutions de l'État, le gouvernement attachait l'avenir de son armement léger à un système extrêmement coûteux. La force du Mac 50 résidait dans son architecture indestructible, mais cette même exigence de qualité rendait sa production lente et onéreuse face à la montée de nouvelles technologies. L'arme avait été mise à l'épreuve du feu et avait prouvé sa domination incontestable dans les rizières. Mais l'institution de l'État français aurait-elle les moyens de la soutenir lorsque l'économie de la nation et les standards du monde entier commenceraient à basculer? Le Mac 50 n'était pas destiné à rester uniquement une arme de l'empire colonial. Son véritable triomphe institutionnel allait se jouer au cœur même de la métropole. Au tournant des années 1950 et tout au long de la décennie suivante, le pistolet automatique modèle 1950 connaît son apogée institutionnel. La manufacture d'armes de Châtellerault ne fabrique plus seulement un objet technique. Elle forge un symbole d'autorité qui va se diffuser dans toutes les strates de l'appareil d'État. Dans les vastes halles de l'usine, les ouvriers qualifiés travaillent à un rythme effréné. La production de la Mac atteint des dizaines de milliers d'exemplaires. Chaque pièce d'acier, soigneusement usinée, contrôlée et éprouvée, reçoit la célèbre marque de la manufacture. Ce poinçon Mac, frappé à froid sur le métal, est bien plus qu'une simple signature industrielle. C'est le sceau d'une nation qui refuse de dépendre des autres. Dans une France qui voulait croire à sa souveraineté industrielle, ce modèle ne représentait pas seulement une arme de dotation. Il représentait la capacité d'un État à définir son besoin, à le dessiner, à le produire, à le distribuer, puis à en assumer les conséquences. L'ampleur du déploiement est sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Mac 50 quitte les caisses d'expédition de Châtellerault pour inonder les dépôts militaires et les râteliers des forces de l'ordre. L'armée de terre en fait son arme de poing standard pour ses officiers, ses sous-officiers et ses équipages de blindés. Dans le ciel, l'armée de l'air le glisse dans les pactages de survie de ses pilotes. Sur les océans, les commandos de la Marine nationale l'adoptent pour sa robustesse face à l'air salin et aux intempéries. L'arme est partout, unifiant enfin la logistique d'une armée qui, quelques années plus tôt, étouffait sous le poids de calibres disparates. À Châtellerault, le rythme des expéditions impose une discipline stricte. Chaque arme passe par le système des inspecteurs de l'État. Le canon, la chambre et le boîtier de culasse subissent des tirs d'épreuve rigoureux. Le poinçon des contrôleurs certifie que la pièce peut endurer les pires contraintes. C'est tout un écosystème industriel qui vit au rythme du pistolet, des fonderies fournissant l'acier brut aux ateliers de traitement thermique, en passant par les postes d'assemblage où les armuriers d'État ajustent la fameuse platine amovible. La ville entière de Châtellerault respire au rythme des commandes du ministère, et la manufacture se sent alors intouchable. Le véritable test de cette ampleur se déroule sur le terrain, loin du confort des bureaux parisiens. Après l'Indochine, c'est la guerre d'Algérie qui consacre le pistolet réglementaire. Dans les djebels arides, sous une chaleur écrasante et une poussière fine qui s'infiltre dans chaque mécanisme, la rusticité de l'arme fait des merveilles. Le jeu mécanique, l'espace volontairement toléré entre les pièces mobiles lors de l'usinage, permet à la poussière de s'évacuer sans bloquer le cycle de tir. Les soldats engagés dans les opérations apprécient cette fiabilité implacable. L'arme pèse près d'1 kilogramme une fois chargée, un poids considérable pour une arme de poing tirant la munition de 9 mm Parabellum. Mais ce défaut apparent est alors perçu par l'institution militaire comme une qualité. Le poids absorbe le recul, rendant le tir plus gérable. Et surtout, il donne une impression de solidité indestructible. C'est de l'enclume, diront plus tard les armuriers, avec un respect teinté d'ironie en inspectant les culasses revenues du front. Mais ce triomphe métallurgique ne se limite pas aux seules zones de conflit. Le ministère de l'Intérieur, observant cette standardisation réussie, décide d'étendre ce monopole. La police nationale, fatiguée de gérer un inventaire archaïque de revolvers et de pistolets de prise de guerre, passe de massives commandes à l'arsenal. Les compagnies républicaines de sécurité, CRS, l'adoptent, bientôt suivies par la gendarmerie nationale.
Dans les années 1960, le lourd étui en cuir noir abritant le MAC 50 devient l'accessoire indissociable de l'uniforme du gendarme français, imposant l'autorité de l'État que ce soit lors d'un contrôle routier en province ou devant les bâtiments officiels de la République. De la caserne de parachutistes jusqu'au commissariat de quartier, la France entière est sécurisée par le même instrument d'autorité. La manufacture produisait à un rythme rassurant, mais ce poids institutionnel allait bientôt se heurter à un changement d'époque que les ingénieurs n'avaient pas anticipé. L'hégémonie du pistolet réglementaire, modèle 1950, ne s'est pas arrêtée aux portes des casernes de l'armée de terre. Dans la France des années 1960, l'arme déborde de son cadre strictement militaire pour devenir l'instrument standard de l'autorité étatique. Le ministère de l'Intérieur, observant le succès logistique de la défense, décide de l'adopter massivement. Les compagnies républicaines de sécurité, CRS, la police nationale et surtout la gendarmerie nationale remplacent leurs vieux arsenaux disparates par ce bloc d'acier unifié. Le lourd étui en cuir noir abritant le pistolet devient l'accessoire indissociable de l'uniforme du gendarme, imposant l'autorité de l'État, que ce soit lors d'un simple contrôle routier en province ou devant les bâtiments officiels de la République. De la préfecture de police de Paris jusqu'aux arsenaux maritimes de Toulon et de Brest, la France entière est sécurisée par la même architecture mécanique. L'objectif fixé en 1945 est pleinement atteint. La standardisation est totale. Les intendants n'ont plus à se soucier de gérer 4 calibres différents. Les armureries, ces lieux ultra sécurisés où l'État stocke, entretient et distribue son matériel, ne gèrent plus qu'une seule référence pour les pièces de rechange, un seul type de chargeur et une seule munition, le 9,9 mm Parabellum. La manufacture d'armes de Châtellerault vit alors ses heures les plus glorieuses. La production tourne à un rythme industriel impressionnant pour répondre aux commandes simultanées de tous les ministères. Sur les établis, les contrôleurs d'État multiplient les coups de poinçon, certifiant que chaque canon et chaque culasse répondent aux tolérances drastiques exigées par les commissions. Au total, plus de 340 000 exemplaires du modèle 1950 seront fabriqués tout au long de sa carrière. L'arme s'exporte même timidement, ou plutôt, elle est transmise aux jeunes nations africaines, issues de la décolonisation, prolongeant ainsi l'influence de l'industrie militaire française bien au-delà de ses frontières géographiques. Cependant, le paradoxe du MAC 50 résidait dans sa propre perfection métallurgique. Pour garantir cette robustesse légendaire qui faisait la fierté des militaires français, la manufacture d'État devait payer un prix financier et temporel exorbitant. L'usinage d'un seul boîtier de culasse exigeait de retirer, par des passages successifs de fraiseuses, plus de la moitié du bloc d'acier brut initial. Ce procédé, véritable gage de durabilité, constituait en réalité un gouffre économique pour les finances publiques. Les ouvriers de Châtellerault passaient des heures à sculpter un métal si dur que l'usure des outils de coupe représentait à elle seule une ligne de dépenses majeure pour le ministère. Dans l'euphorie de l'apogée, personne ne semblait s'en soucier. L'institution militaire française admirait la fiabilité de son arme et les gouvernements successifs se félicitaient de cette indépendance industrielle retrouvée. Le pistolet de 9 mm était devenu une icône muette de la Ve République naissante. Une arme conçue par l'État, fabriquée par l'État et portée par les représentants de l'État. Il avait survécu à la jungle d'Indochine, au Djebel d'Algérie et équipait désormais paisiblement les forces de l'ordre en métropole. L'arme semblait immortelle, solidement ancrée à la ceinture de la République comme le symbole absolu d'un empire industriel souverain. Mais cette assurance institutionnelle cachait une fragilité silencieuse. Le monde extérieur commençait déjà à redessiner les règles de la guerre et de la production, et ce lourd bloc d'acier forgé n'y aurait bientôt plus sa place. Le premier signe de rupture ne vint pas d'un champ de bataille, ni d'un défaut métallurgique soudain. Il apparut silencieusement, à la fin des années 1970, dans les rapports des commissions d'armement et dans les armureries de la police. Le pistolet automatique modèle 1950 fonctionnait toujours aussi bien qu'au premier jour. L'acier forgé ne vieillissait pas. Mais le monde autour de lui, avait irrémédiablement changé. Le déclin du MAC 50 n'est pas l'histoire d'une arme qui se brise, c'est l'histoire d'une doctrine militaire et d'un empire industriel rattrapé par l'accélération brutale des standards mondiaux.
Pour comprendre cette fracture, il faut observer ce qui se passait au-delà des frontières françaises. Dans les années 1970, l'industrie mondiale de l'armement léger bascule dans une nouvelle ère, souvent désignée par les historiens sous le terme de Wonder Nine. Des fabricants européens et américains redéfinissent totalement ce que doit être un pistolet de service moderne. Deux innovations majeures bouleversent les cahiers des charges. La première est l'adoption généralisée du chargeur à double colonne, un dispositif interne élargi qui permet de stocker les cartouches en quinconce, doublant ainsi la capacité sans allonger démesurément la poignée de l'arme. La seconde est l'utilisation de carcasses en alliage léger ou en polymère, des structures qui remplacent l'acier traditionnel pour réduire drastiquement le poids porté à la ceinture par les forces de l'ordre. Face à cette révolution étrangère, la force 4 de notre histoire, la concurrence et la standardisation, le fier pistolet français devient soudainement anachronique. Avec son chargeur à simple colonne qui ne contient que 9 cartouches, il offre une puissance de feu presque diminuée de moitié par rapport aux nouveaux standards internationaux qui en proposent 15. Avec son boîtier de culasse, usiné dans un bloc d'acier massif, il pèse près d'1 kilogramme à vide. Ce qui était perçu en 1950 comme un gage de robustesse indestructible pour les fantassins dans la boue d'Indochine est désormais ressenti comme un fardeau inutile par les policiers et les gendarmes qui patrouillent quotidiennement dans les rues de la métropole. Ce décalage n'est pas seulement technique, il est profondément doctrinal. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la nature des menaces intérieures change en France et en Europe. Face à la montée du grand banditisme et du terrorisme, le pistolet n'est plus considéré par le ministère de l'Intérieur comme une arme symbolique ou un outil de dernier recours pour les officiers. Il devient l'arme principale, l'outil de première intervention. Les unités exigent plus de capacité, plus d'ergonomie et moins de poids. Dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, les rapports commencent à remonter vers Paris, pointant du doigt la lourdeur et la faible capacité du pistolet réglementaire. La doctrine avait évolué plus vite que l'objet. Pourtant, la réponse de l'État français illustre parfaitement le piège des arsenaux nationaux et des contraintes budgétaires. Logiquement, face à cette obsolescence évidente, le ministère de la Défense aurait dû lancer un nouveau programme d'armement pour concevoir un remplaçant national moderne. Mais la France de cette époque n'en a tout simplement plus les moyens. Relancer la conception d'un pistolet à partir d'une feuille blanche, dessiner de nouveaux plans, créer de nouveaux moules pour des alliages légers et rééquiper des chaînes de production entières coûterait des milliards de francs. L'État réalise, non sans amertume, qu'il ne peut plus financer son indépendance absolue dans tous les domaines de l'armement léger. De plus, le paysage industriel national a subi un traumatisme profond. Comme l'a révélé l'événement de 1968, la manufacture d'armes de Châtellerault, le berceau historique et l'âme de cette arme, a définitivement fermé ses portes. Les machines, les outillages et la production ont été transférés à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS. Le pistolet Mac est devenu le pistolet MAS. Mais à Saint-Étienne, dans les années 1970, l'attention, les ingénieurs et les crédits de l'usine sont entièrement captés par un projet pharaonique et prioritaire. Le développement et la production du fusil d'assaut FAMAS. Le vieux pistolet de 9 mm n'est plus qu'une ligne de production secondaire, presque un fardeau hérité du passé pour un arsenal tourné vers l'avenir. Sans bureau d'études dédié pour le moderniser, l'arme est figée dans le temps, condamnée à être produite exactement avec les mêmes tolérances et le même acier qu'en 1950. Le problème n'était pas seulement le poids de l'arme. Le problème était l'incapacité du système étatique à financer et à concevoir son successeur. Pris en tenaille entre des budgets restreints et des manufactures occupées par d'autres urgences, les ministères prennent la seule décision administrative possible, ne rien faire. Ils imposent le maintien en service du MAS 50. L'arme se voit accorder une prolongation de vie artificielle. L'institution continue de la distribuer aux nouvelles recrues, non pas parce qu'elle est la meilleure sur le marché, mais parce qu'elle est déjà là, massivement stockée dans les dépôts militaires, et qu'elle a le mérite comptable de ne rien coûter de plus aux contribuables. Ce maintien forcé transforme lentement le statut de l'objet. Autrefois symbole de fierté et de souveraineté industrielle, le lourd pistolet devient,
pour une nouvelle génération de militaires et de policiers, le symbole d'une administration lente et conservatrice. Les unités d'élite de la police et de la gendarmerie obtiennent rapidement des dérogations pour s'équiper de revolvers Manhurin MR73 ou de pistolets étrangers modernes, créant une fracture visible au sein même des forces de l'État. Les unités spéciales ont le choix de la modernité, tandis que la troupe et les patrouilleurs réguliers doivent se contenter de l'acier des années 50. L'arme continuait de tirer, son poinçon brillait encore sous la lumière froide des armureries, mais dans les couloirs du ministère de la Défense, une question silencieuse devenait impossible à ignorer. Combien de temps la France pouvait-elle encore imposer une relique d'acier à des hommes qui affrontaient une époque nouvelle? La véritable rupture institutionnelle se produit à la fin des années 1980. La gendarmerie nationale, autrefois fière de son lourd pistolet forgé à Châtellerault, ne peut plus feindre l'ignorance. Face à l'évolution du grand banditisme, les patrouilles ont cruellement besoin de puissance de feu. En 1989, le ministère de la Défense prend une décision qui résonne comme un aveu d'échec pour le vieux système des arsenaux d'État. Il adopte le pistolet PAMAS G1 pour équiper les gendarmes. Le PAMAS G1 n'est pas une invention française. C'est une version modifiée du Beretta 92G italien. Même si l'arme est en partie assemblée à la manufacture d'armes de Saint-Étienne pour sauver les apparences politiques et maintenir une activité ouvrière locale, le constat est cruel. Pour la première fois depuis des décennies, la France confie la conception de son arme de poing standard à une puissance étrangère pour obtenir enfin un chargeur de 15 coups et une carcasse en alliage léger. Le déplacement industriel est consommé. L'architecture de 1950 vient de perdre sa légitimité de première ligne face à la standardisation internationale. L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air suivent inéluctablement ce mouvement tout au long des années 1990. Le modèle 1950 entame alors un recul silencieux et humiliant. Il n'est pas détruit du jour au lendemain. Il est déclassé. Les unités de combat principales rendent leur Max 50 au magasin d'armement pour percevoir les nouveaux PAMAS G1, puis, quelques années plus tard, des modèles entièrement importés comme les pistolets Glock autrichiens pour les forces spéciales ou le SP 2022 pour les forces de sécurité intérieure. Le vieux pistolet réglementaire est alors relégué aux missions de seconde zone. Il équipe les unités de réserve, les écoles de formation, les services administratifs et les personnels dont la probabilité d'engager le feu est jugée minime. Ce déclassement progressif est là la pire des fins pour un objet conçu pour incarner la souveraineté. Ce n'est pas une arme défaillante que l'on jette avec fracas au milieu d'une guerre. C'est une relique encombrante que l'on cache doucement à l'arrière pour ne pas avoir à payer le coût immédiat de son remplacement total. L'usure du temps frappe également de plein fouet le système de maintenance militaire. La fameuse platine amovible, cette merveille mécanique qui permettait aux soldats en Indochine de changer leur bloc de percussion en quelques secondes, devient un cauchemar logistique. L'usine de Châtellerault n'existe plus depuis bien longtemps. La manufacture de Saint-Étienne, elle-même engagée dans une lente agonie qui conduira à sa fermeture définitive au début des années 2000, ne fabrique plus les pièces de rechange. Dans les armureries de l'armée française, les techniciens sont confrontés à une pénurie. L'État refuse catégoriquement d'investir des fonds pour relancer la production de pièces destinées à une arme obsolète. Par conséquent, lorsqu'un MAS-50 tombe en panne au fond d'une caserne, il n'est plus réparé. Il est démonté, cannibalisé. Ces pièces saines sont récupérées pour maintenir en vie les autres pistolets du râtelier, tandis que la carcasse vide est définitivement rayée des registres comptables du ministère. L'arme s'éteint à petit feu, dévorée par son propre système. Ce processus d'attrition s'étire sur plus de 2 décennies, prolongeant artificiellement la présence du modèle bien au-delà de sa pertinence tactique. L'arme refuse de disparaître complètement du paysage militaire, portée par des milliers d'hommes qui s'habituent à son poids rassurant mais inutile. Mais sa présence n'est plus la preuve d'une puissance industrielle souveraine. Elle est le symptôme d'un étirement budgétaire extrême. L'ombre persistante d'une doctrine nationale qui a cessé de dicter les règles du jeu. La doctrine a changé, le budget a fondu, l'usine a fermé, le poinçon Mac a survécu. Mais le système s'est effondré. Mais quand les râteliers militaires se vident de leurs dernières pièces,
L'histoire du pistolet modèle 1950 ne s'arrête pas. Elle quitte la réalité impitoyable du terrain pour entrer dans le silence absolu des archives, des musées et de la mémoire industrielle française. Quand l'armée de terre et la gendarmerie nationale ont finalement retiré les derniers exemplaires du pistolet automatique modèle 1950 de leurs râteliers actifs, l'arme n'a pas simplement disparu dans le néant. L'État français, toujours aussi méticuleux dans l'administration de son propre déclin industriel, a orchestré une vaste campagne de déclassement. Des milliers de ces lourds pistolets en acier forgé, autrefois symbole absolu de la souveraineté nationale, ont été mis en caisse, chargés dans des camions militaires et envoyés vers les fours de destruction. Pour une institution qui avait investi tant de temps, d'argent public et de sueur ouvrière pour usiner chaque pièce dans la masse, cet acte de destruction massive marquait la mort physique et définitive d'un programme d'armement qui avait structuré toute la guerre froide. Mais une fraction de ces armes a échappé à la fonderie. Soigneusement démilitarisés, leurs canons percés, leurs mécanismes neutralisés par l'État lui-même pour interdire tout tir, ces reliques ont entamé une seconde vie dans le silence respectueux de la préservation historique. Aujourd'hui, la véritable demeure du MAC 50 n'est plus la caserne opérationnelle, ni l'armurerie d'un commissariat de province, mais les vitrines du musée de l'armée aux Invalides, et surtout les vastes fonds du service historique de la Défense. C'est ici, dans l'ombre des archives, que se joue la véritable survie de l'arme et de son système. Les conservateurs et les archivistes de l'armement ne protègent plus un outil de combat, mais un testament institutionnel. Dans des boîtes cartonnées à l'hygrométrie strictement contrôlée, on trouve les immenses plans industriels originaux de 1946, tracés à l'encre sur du papier calque. On y découvre les rapports d'essais sévères de la Commission de Versailles, les correspondances anxieuses des ministères concernant l'usure des machines-outils et les registres de production qui détaillent le travail acharné de la manufacture. Le pistolet n'a pas seulement laissé derrière lui des carcasses métalliques, il a laissé l'empreinte documentaire d'un État qui essayait de forger son propre destin. En dehors des murs des institutions officielles, une communauté discrète de chercheurs, d'historiens locaux et de collectionneurs associatifs s'efforce de maintenir en vie la mémoire de cet empire disparu. Ces passionnés ne s'intéressent pas au modèle 1950 pour ses capacités balistiques, depuis longtemps dépassées, ni pour son usage. Ils étudient l'objet comme on étudie une archive de métal. Pour eux, chaque détail est une donnée historique. Le moindre marquage de réception, le changement typographique entre le C de Châtellerault et le S de Saint-Étienne, où la profondeur d'un poinçon d'épreuve raconte une année précise, un marché d'État, une variation dans l'approvisionnement en matières premières. Ce travail de mémoire est vital. Il rappelle que derrière la froideur d'une arme de service, il y avait des milliers de familles dont la vie quotidienne et le destin économique étaient entièrement dictés par le rythme des commandes du ministère de la Guerre. Ces historiens de l'objet sauvegardent dans la preuve mécanique que la France possédait autrefois la capacité absolue de s'armer seule, du dessin initial jusqu'à l'inspection finale. Si vous vous rendez aujourd'hui à Châtellerault, le fantôme de la manufacture d'armes domine encore le paysage urbain. Les immenses bâtiments de briques rouges, avec leurs cheminées caractéristiques et leurs hautes fenêtres industrielles, n'ont pas été effacés de la carte. Le site a été profondément restructuré par l'État et la ville, transformé en espace culturel, en musée de l'automobile et en patinoire. Mais pour quiconque connaît le poids de cette histoire, le silence qui règne aujourd'hui dans l'ancien grand atelier est écrasant. Il est difficile d'imaginer, en marchant sur ce sol réhabilité, le vacarme assourdissant des fraiseuses et l'odeur d'huile de coupe qui imprégnait l'air lorsque l'usine tournait à plein régime pour équiper la République. Le centre des archives de l'armement s'est d'ailleurs installé sur ces mêmes terres, gardant littéralement la mémoire de la manufacture sur le lieu exact de sa disparition. Il y a d'ailleurs une ironie historique, une note de bas de page presque cruelle, dans le long déclin de cette arme réglementaire. Le poinçon MAC était devenu à ce point emblématique de la robustesse absolue que même des décennies après la fermeture brutale de l'usine de la Vienne et le transfert d'urgence de la production dans la Loire en 1968, l'immense majorité des militaires et des policiers continuaient d'appeler leur pistolet le MAC 50. Ils ignoraient délibérément, ou par simple habitude culturelle tenace,
le MAS pourtant clairement gravé sur la culasse qu'il manipulait. L'usine d'origine avait été démantelée par l'État, ses ouvriers dispersés, mais son aura de fiabilité métallurgique refusait de mourir dans le langage quotidien des forces de l'ordre. L'idée de l'arsenal avait survécu à la réalité de la machine. Finalement, la leçon historique du pistolet modèle 1950 dépasse largement le strict cadre technique. Le problème central de cette arme n'était pas la qualité de son acier massif, mais l'illusion de permanence absolue qu'il représentait. La France de l'après-guerre croyait fermement que forger une arme lourde, rustique et indestructible suffirait à garantir son indépendance face aux bouleversements du monde. Elle pensait qu'un système d'arsenaux d'État, financé par la nation, serait éternellement capable de la soutenir. Mais l'histoire a prouvé que la véritable souveraineté ne réside pas seulement dans l'épaisseur d'un boîtier de culasse ou le poids d'une platine amovible. Elle réside dans la souplesse économique, dans l'agilité doctrinale et dans la capacité budgétaire à s'adapter à une époque qui accélère. Le Mac 50 fut le dernier grand pistolet de combat purement et exclusivement français, l'ultime soubresaut d'un modèle industriel national qui pensait pouvoir dicter ses propres standards sans se soucier de ceux des autres. Aujourd'hui, l'armée française est équipée de pistolets conçus et standardisés à l'étranger. Les grandes chaînes de montage des manufactures nationales ont été démantelées, leurs machines vendues ou détruites. L'exception industrielle a cédé la place à la réalité du marché mondial. Mais derrière l'épaisse vitre d'un présentoir du musée de l'armée, sous une lumière froide et neutre qui n'éclaire plus que la mémoire, le profond poinçon de Châtellerault reste fermement frappé sur l'acier, trace indélébile d'un arsenal d'État qui s'est tu pour toujours. On se retrouve dans la prochaine vidéo.